Bonjour. Nous recevons aujourd'hui le professeur Antoine Pellissolo, chef de service dans le pôle de psychiatrie au CHU Henri Mondor à Créteil et également professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est Créteil. Bonjour professeur. Bonjour. Nous aurons également le témoignage d'Emmanuelle Mercier qui est infirmière et elle reçoit plus particulièrement des adolescents dans le service psychiatrie du centre hospitalier d'Aurillac. Professeur, donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour refaire un point sur l'état de santé mentale des Français qui a été durement éprouvé lors de la Covid et des différents confinements. Une étude récente de l'Ipsos montrait que 47% d'entre eux étaient concernés par des symptômes notamment dépressifs, plus ou moins graves. Comment vous le voyez, vous, concrètement, avec vos patients à l'hôpital ? Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, à l'hôpital, on avait vu en fait assez vite l'état des patients se dégrader, ceux qu'on connaissait déjà, qui ont souffert beaucoup alors, de plein de choses, du stress ambiant, des confinements qui aggravent évidemment le sentiment d'isolement surtout, certaines ruptures de soins aussi qui conduisent à des aggravations et à des rechutes. Et puis on a vu aussi d'autres personnes qui sont allées plus mal, qu'on ne connaissait pas souvent, qui n'avaient pas d'antécédents et qui ont eu besoin de consulter au fur et à mesure. Et ça continue aujourd'hui. On voit encore des personnes qui ont traversé cette période avec beaucoup de difficultés. Alors ça, c'est les personnes qui ont besoin de consulter. Et puis il y a d'autres personnes de la population générale qu'on a tous vu aller mal, alors pas au point forcément d'avoir des pathologies, mais dont le moral a quand même été mis à dure épreuve. C'était plutôt du stress au départ, et puis au cours des premiers mois ensuite, une forme de découragement. Je pense qu'on est en train d'en sortir de cette phase-là qui concerne la population générale, où le moral semblait revenir un petit peu. Alors en ce moment, on est peut-être avec des perspectives à nouveau assez inquiétantes, mais malheureusement, la vague, qu'on peut l'appeler psychiatrique, reste active et on est en difficulté pour y répondre parce que le système de soins de santé mentale est de toute façon insuffisant habituellement. Et là, c'est trouvé à nouveau largement débordé. Et alors ces chiffres de l'Ipsos, là 47%, c'est pratiquement la moitié des Français seraient plus ou moins dépressifs. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Ça paraît quand même énorme. Oui, alors tout dépend comment on pose les questions. Ça ne peut pas correspondre à ce qu'on appelle des maladies ou des troubles dépressifs avérés. Ce sont des gens à qui on demande est-ce que vous avez un bon ou un mauvais moral, par exemple, qui vont dire plutôt un mauvais moral. Donc c'est pas forcément représentatif de vraiment d'aspects médicaux. Par contre, ça reflète un état d'esprit. Et c'est vrai que pendant en tout cas au moins un an, 18 mois, c'était la tonalité générale, une forme quand même parfois même de pessimisme, voire de désespérance pour certains. Alors justement, est-ce que c'est le confinement qui induit la dépression ou est-ce que c'est la maladie, à votre avis ? Ça peut vraiment être les deux. Le confinement, ça veut dire deux choses, notamment pour les jeunes, c'est la rupture du lien social, qui est vraiment vital. Alors encore plus, c'est les enfants, les adolescents qui ont besoin d'être avec leur père, comme on dit hier, qui ont besoin d'être nourris en termes de loisirs, de soutien entre eux. Donc ça a été vraiment dur, surtout quand l'école était fermée, vraiment, quand il n'y avait plus de cours en présentiel. Donc les jeunes, les adolescents, les étudiants. Et puis après, il y a ceux qui étaient vraiment fragiles et qui sont fragiles. Et ceux qui ont craqué, c'est ceux qui probablement soit étaient déjà malades auparavant, soit ont vraiment pu voir décompenser des états. Et on en a vu beaucoup, et avec des symptômes souvent vraiment inquiétants. Il y a eu on a calculé, et ça continue à être le cas, un doublement, par exemple, des passages aux urgences pour des états dépressifs chez les jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, et même notamment pour des tentatives de suicide. Donc ce sont parfois vraiment des situations graves. Alors, encore une fois, c'est une partie. C'est les chiffres d'épidémiologie de la dépression, c'est plutôt 10 à 15% de la population générale. C'est quand même beaucoup. Alors, pas en permanence tout le temps dans sa vie, mais c'est ces ordres de grandeur. Donc là, ça s'est majoré avec encore une fois un problème de recours aux soins qui est difficile parce que en dehors des urgences où là on peut aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, trouver des consultations spécialisées est difficile aujourd'hui en France. Justement, pendant cette période, est-ce que les téléconsultations en psychiatrie se sont développées et est-ce qu'elles perdurent ? Là, on est effectivement au seuil peut-être d'une 5e vague, mais est-ce que ça continue dans la durée et est-ce que c'est la solution pour les personnes atteintes de dépression ?
Alors ça a été vraiment le recours, quasiment le seul possible pendant les phases dures de confinement. C'était surtout le cas au début, la première vague, où là vraiment on a tout fait quasiment à distance. Alors c'était même le téléphone, tout simplement, pas forcément la visioconférence, mais quand même on a pu vraiment profiter de cette période-là pour développer l'outil qui est la téléconsultation, comme on dit, qui rend beaucoup de services, il faut le dire. Quand on ne peut pas voir les gens en vrai parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils ont du mal à se déplacer, c'est un vrai service rendu. On en a vu aussi les limites, c'est-à-dire que c'est exactement comme le télétravail, je pense qu'on pourrait dire. C'est pas du tout la même qualité d'échange. Quand on ne peut pas voir les gens en face, on les voit à travers un écran ou avec le téléphone. C'est forcément limité quand on veut faire notamment de la psychothérapie, où il y a vraiment besoin d'un échange quasiment émotionnel avec les personnes. Mais c'est mieux que rien. Donc on l'a fait, on continue à le faire. Les personnes qui ont besoin d'un contact direct préfèrent venir nous voir, et dans ce cas-là, on le fait maintenant un peu en alternance, on peut dire. C'est soit la consultation, soit la téléconsultation. Et quand on est obligé d'y revenir, là, peut-être qu'on va s'y remettre encore plus. Mais c'est un outil qui au moins aura pu être testé en vrai pendant cette période-là, avec des avantages et des inconvénients. Alors le gouvernement dit qu'il n'y aura pas, avec la 5e vague, de nouveaux confinements. Rétrospectivement, pensez-vous que ce premier confinement était bien adapté ? En ce qui concerne mon avis personnel, je trouve qu'il était particulièrement dur et qu'il aurait pu être plus souple, parce qu'en examinant la situation dans des pays voisins. Oui, alors c'est toujours très délicat, il y a beaucoup de paramètres. Le tout premier, je pense que ça a été en urgence, et là tout le monde a tout bloqué. Bon, peut-être que c'était pas le meilleur choix, mais c'était vraiment l'urgence. Pour les suivants, tant qu'il n'y avait pas la vaccination, c'est vrai qu'il y a un principe de précaution qui sûrement a été, dans certains cas, un peu excessif, mais pour protéger quand même la population et l'hôpital, parce qu'on a vu aussi à l'hôpital, malheureusement, les dégâts lors des grandes vagues. Donc, c'est vrai qu'on a dit à la fois, il faut penser au lien social, vraiment, c'est vital, c'est une question de survie quasiment pour certaines personnes, les personnes âgées, les jeunes. Donc, à la fois le lien social. Et pour l'école, par exemple, je crois que c'était bien de préserver la classe autant que possible. Par ailleurs, tant qu'on n'avait pas la vaccination, il fallait aussi, encore une fois, faire attention aux contaminations, parce qu'on voit aussi d'autres pays qui sont moins bien vaccinés et qui sont obligés de retourner à des confinements aujourd'hui un peu drastiques. Je vous propose de voir le témoignage d'Emmanuelle Mercier, qui est infirmière, qui travaille dans le service psychiatrie de l'hôpital du centre hospitalier d'Aurillac, et qui, elle, reçoit plus particulièrement des adolescents. Depuis l'arrivée de la Covid-19, effectivement, la santé des adolescents a été bien mise à mal. L'adolescent est par essence un être social, elle a besoin de pouvoir se retrouver avec ses pairs. Et l'isolement forcé par le confinement a été une épreuve conséquente pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un adolescent, lorsqu'il est en souffrance, se culpabilise souvent de ne pas parvenir seul à résoudre ses difficultés. Il a tendance à observer les autres jeunes en se disant, eux, ils s'en sortent plutôt bien, et ça les rend d'autant plus coupables de ne pas y parvenir eux-mêmes. Donc déjà, s'autoriser à poser des mots sur cette souffrance-là, c'est déjà s'affirmer, être capable de dire que ce que l'on traverse, c'est peut-être pas si simple et qu'on a besoin d'un petit coup de main. Donc à partir du moment où on libère la parole, on peut déjà un peu mieux comprendre ce qui se passe en nous, trouver un interlocuteur qui nous aide à mieux comprendre les difficultés et les tourments de l'adolescence, et c'est là qu'apparaissent ensuite des pistes et des solutions d'apaisement. Dans le livre, j'ai voulu qu'il soit assez immersif pour le patient, pour l'adolescent et pour les parents. C'est de pouvoir lire les cas cliniques en se disant « tiens, ça me parle parce que c'est du vrai, c'est du concret ». Et donc, chaque chapitre correspond à des thèmes que je rencontre souvent et où il y a tout un tas de situations différentes. Donc, ça peut aller comment je gère la séparation de mes parents, qu'est-ce que je peux essayer de mettre en place comme stratégie, à d'autres jeunes qui vivent du harcèlement scolaire. Donc, j'ai mis en place aussi des cas cliniques de personnes ayant subi du harcèlement scolaire, des personnes qui peuvent avoir des idées noires, ou comment je peux gérer un deuil aussi. Voilà. Donc, il y a tout un tas de tableaux cliniques qui peuvent parler au plus grand nombre. Dans son livre, justement, Emmanuelle Mercier donne énormément de conseils aux parents et des cas pratiques qui font que les adolescents ou les familles peuvent se reconnaître et pouvoir peut-être trouver des solutions. Vous, professeur, vous conseillez
quoi donc aux personnes qui sont démunies, qui sont anxieuses, qui sont dépressives? Est-ce qu'il faut aller consulter dans un service hospitalier comme le vôtre ou aller voir un psychothérapeute, profiter par exemple des remboursements des séances de psychothérapie? Quels sont vos conseils? Alors, on voit les choses maintenant de manière graduelle, parce que évidemment, il y a un tel besoin qu'il n'y a pas une seule solution. C'est gradué, c'est-à-dire que la première étape, ça peut plutôt passer par le médecin traitant, qui peut déjà avoir une évaluation, donner des conseils et orienter. Effectivement, il y a plusieurs options. La psychothérapie, c'est souvent la meilleure, en tout cas pour les jeunes, les psychologues donc. Et en effet, il y a ce problème de remboursement qui jusqu'à présent était un frein. Maintenant, il y a des petites solutions, c'est pas encore complètement parfait. Et puis le psychiatre est là plutôt en deuxième ligne quand il faut prescrire des médicaments ou évaluer les choses de manière plus médicale. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut faire par soi-même. Il ne faut pas négliger aussi le fait qu'on peut apprendre des méthodes de relaxation, de gestion des émotions, alors qui peuvent passer par les professionnels, mais aussi il y a de plus en plus de choses qui sont dans le cadre de, par exemple, ce qui se rapproche du développement personnel, par exemple, qui peut avoir un intérêt pour le long terme. Peut-on dire, professeur, que le refus de la vaccination est un trouble d'ordre psychiatrique? Alors, ça dépend. Non, en majorité, non. Je pense que c'est plutôt au départ une crainte qui peut parfois être légitime quand on n'a pas eu les informations. Alors au départ, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations. Alors c'est vrai que plus on avance dans une espèce de refus systématique et ne tenant pas compte des réalités, on peut dire qu'il y a un problème. Mais c'est un problème, moi je dirais plutôt social et culturel que réellement individuel le plus souvent. Alors évidemment, il y a toujours des personnes qui vont avoir des idées particulières sur les choses, mais on voit bien, il y a un phénomène souvent culturel dans certains pays, dans certains sites, qui font qu'on a du mal à assimiler les informations de la même façon. La France a longtemps été un des pays où il y avait le plus de psychotropes qui étaient prescrits. Est-ce que c'est toujours le cas et qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins dépendant des médicaments? Parce que vous parliez effectivement de tout ce qui était accompagnement associé, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses pour... Alors, sur les médicaments, c'est vrai que pendant longtemps, on prescrivait beaucoup et probablement trop, notamment d'anxiolytiques, c'est les tranquillisants, comme on dit. Il y a une famille de médicaments qui sont faciles à prescrire parce que assez peu dangereux, qui marchent plutôt bien sur le moment et qui malheureusement créent une dépendance. C'est ce qu'on appelle les benzodiazépines, c'est la famille la plus courante. En France, on était très prescripteur et maintenant un petit peu moins. On a essayé de faire des campagnes pour essayer de réduire un peu. Il y en a encore beaucoup et probablement encore trop. Alors le problème, c'est en effet les alternatives, parce que jusqu'à présent, le fait de ne pas avoir accès facilement à des psychothérapies ou à des consultations de psychologues pour des raisons plutôt financières ou de disponibilité, ça gênait pour les médecins pour pouvoir proposer d'autres solutions. Et la solution médicamenteuse, c'est vrai, est une solution de facilité. Il y a aussi plein de cas où c'est nécessaire, donc il ne faut pas non plus diaboliser. Quand c'est des antidépresseurs face à des dépressions, c'est tout à fait justifié en général. Et il n'y a pas de surprescription d'antidépresseurs, moi, il me semble. Alors c'est vrai quantitativement, de manière individuelle, il y a sûrement des choses qu'il faudrait rectifier. Mais dans l'idée, on est même plutôt souvent pas assez, l'identification des états dépressifs n'est pas toujours suffisant et pas assez traité. Donc bon, voilà, il n'y a pas un jugement global à avoir comme ça, il y a plutôt à voir au cas par cas, et ça passe beaucoup par l'enseignement du côté des professionnels de santé. Les médecins traitants généralistes n'ont pas souvent assez de temps, d'une part, pour leur consultation, et puis de formation toujours dans ces domaines-là. Et puis le grand public, c'est important d'avoir une information sur ce qui peut être fait, ce qui est plutôt bénéfique, ce qui est plutôt à risque. Et c'est vrai que le recours aux anxiolytiques n'est pas une bonne solution, de même que pour les somnifères. C'est à peu près la même famille. On a vite fait d'en prendre, et puis ensuite, malheureusement, c'est un piège. Dans les patients dépressifs que vous voyez, quelles sont les tranches d'âge qui sont les plus représentées? Alors la dépression, ça c'est une particularité, c'est toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que ça peut commencer à tout âge et ça peut se manifester à tous âges. Alors
chez l'enfant, c'est très rare quand même. Enfin, avant 10 ans, par exemple, ça existe, mais c'est quand même très rare. Ça commence vraiment à l'adolescence et maintenant on les repère mieux, donc on en voit de plus en plus. Et puis après, c'est toutes les tranches d'âge. Alors il y a des phases de la vie dans lesquelles c'est plus fréquent de faire des rechutes dépressives. Donc il y a le début de l'âge adulte, qui est parfois une phase difficile. Il y a dans les âges de la vie, il y a la ménopause, par exemple, chez la femme, qui est une phase souvent à risque. Et puis après, il y a tous les changements de vie, les déménagements, les événements plutôt stressants, mais parfois, même les événements positifs, il y a des gens pour qui le fait d'avoir une promotion professionnelle, d'avoir un mariage, dans certains cas, qui est censé être un événement heureux, mais c'est un facteur de stress. Et quand on a une vulnérabilité, en tout cas la dépression, ça peut être l'occasion d'une décompensation. Il y a aussi la grossesse. Je parlais des femmes avec notamment la période du postpartum, qui peut être une phase de décompensation. Et vous avez coécrit un livre justement sur le stress induit par le dérèglement climatique. Alors ça, c'est un sujet nouveau, en effet. Oui, c'est tout à fait nouveau. Qu'on a essayé d'explorer parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui sont très inquiets de l'avenir de la planète. Et dans nos générations, c'était l'avenir du monde pour les générations à venir. Aujourd'hui, les jeunes de 15 à 25 ans sont nés avec ces informations-là et ont en permanence, enfin, ont certains en tout cas, l'idée que ça va les toucher eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une raréfaction des ressources biologiques, un bouleversement de la biodiversité, donc le réchauffement climatique et toutes ses conséquences. Et c'est un sujet de préoccupation de plus en plus important pour eux. Et on voit des jeunes, ou parfois même des plus âgés, mais qui ont soit de l'anxiété, on appelle ça de l'éco-anxiété en effet, soit d'autres formes de détresse climatique, on peut dire, c'est-à-dire qui concernent vraiment l'avenir de la planète, et qui ont souvent des sentiments un peu mêlés. C'est pour ça qu'on a appelé ça les émotions du dérèglement climatique, parce qu'il y a de la colère souvent envers les autres, il y a un sentiment de culpabilité assez souvent il faudra que je fasse autre chose pour mieux consommer, arrêter d'aggraver le dérèglement climatique moi-même, enfin beaucoup de perturbations. Bon, on sait que c'est basé sur des faits réels, mais qu'il faut accompagner souvent ces personnes pour éviter qu'elles soient trop dans la souffrance. Et on voit justement que les jeunes qui sont très impliqués justement en faveur de la planète, qui sont dans des associations, qui se mobilisent et parfois certains sont encore plus stressés justement parce qu'ils connaissent encore mieux la situation, de ce qui les angoisse encore plus. Oui, alors c'est vrai que ça dépend des affinités de chacun. Le fait d'être confronté donc souvent aux informations, donc il y a notamment tous les épisodes climatiques, notamment en été, quand il y a des répétitions d'incendies, d'inondations, de toutes ces conséquences liées à l'augmentation de la température notamment. Et puis il y a tous les rapports, notamment du GIEC, toutes les informations. On a eu la COP 26 il y a quelques jours, qui rappellent un petit peu les catastrophes à venir. Donc forcément, pour ceux qui sont exposés à ça, qui s'y intéressent quand même au départ, ont du mal ensuite à prendre des distances. Et puis on voit beaucoup en effet de personnes, par exemple, impliquées dans la recherche sur l'environnement, qui ont ces informations en permanence. Alors souvent, ils y sont poussés par leur propre motivation. Il y a l'envie de participer soi-même. C'est souvent des jeunes qui vont ensuite s'impliquer dans des actions, dans des associations, dans une forme de militantisme, pardon. Et alors, ce qu'on leur conseille aussi dans ces cas-là, c'est de décrocher un peu de temps en temps. C'est-à-dire que quand on est en permanence dans ces informations, il y a de quoi aussi être angoissé en permanence. Que se passe-t-il exactement dans le cerveau quand la personne propriétaire du cerveau est déprimée? Est-ce qu'il y a des changements chimiques, électriques qui se produisent, qu'on voit concrètement? Alors c'est complexe, je ne peux pas vous donner une réponse simple là-dessus, mais on connaît de mieux en mieux, on ne connaît pas tout, on est loin de tout comprendre, mais on sait qu'il y a en tout cas si on compare l'activité cérébrale d'une personne déprimée avec des personnes, on fait des moyennes en général, des personnes témoins, comme on dit, qui ne sont pas déprimées, on voit des différences assez rarement dans l'anatomie du cerveau, parfois oui, mais pas à ce point-là en général. C'est pas l'anatomie elle-même, c'est le fonctionnement du cerveau. Donc on fait aujourd'hui de la neuroimagerie fonctionnelle. On voit le cerveau fonctionner, en gros à quelle vitesse les neurones consomment de l'énergie, etc. Et donc il y a toute une zone
qui est plutôt hyperactive dans le cerveau des personnes déprimées, c'est celle qui gère les émotions, enfin qui produisent des émotions, et donc la tristesse, la douleur morale, etc. C'est au cœur du cerveau. Et puis normalement, il y a les zones plutôt antérieures, qui sont notamment les zones frontales du cerveau, qui sont censées contrôler les choses, prendre le dessus, et là par contre qui sont sous-actives, hypoactives dans le cerveau des personnes déprimées. Et on sait que c'est lié en fait à des neurotransmetteurs en effet qui ne sont pas assez probablement efficace, actif. C'est pas une question de quantité. Vous voyez, on ne peut pas faire un dosage dans le cerveau même, mais on sait qu'il y a des dérèglements, des neurotransmetteurs. Alors, il y en a un important qui s'appelle la sérotonine, qui est toujours modifiée dans la dépression. C'est ça qu'on corrige d'ailleurs avec les antidépresseurs, probablement en partie. Et puis, il y a plein de choses assez complexes, mais qui sont liées notamment à ce qu'on appelle l'inflammation. La plupart des troubles psychiques, c'est pas propre à la dépression, mais ça arrive dans la dépression, on constate qu'il y a un phénomène d'inflammation de bas niveau, c'est-à-dire que c'est pas la même chose que quand on a une maladie inflammatoire du corps, mais il y a une souffrance en fait cérébrale qui est liée à cette hyperinflammation et qui va produire ces fameux dérèglements entre les différentes zones du cerveau qui touchent aussi en particulier la zone de la mémoire, l'hippocampe qui normalement gère vraiment l'apprentissage, est aussi perturbé quand on est déprimé et c'est ça qui explique, ou en tout cas qui est en parallèle des problèmes de concentration et de mémoire qu'on voit chez les personnes déprimées. Il y a aussi des maladies comme l'hypothyroïdie qui provoquent chez certaines personnes cette dépression. Et parce que ça touche quand même 3 millions essentiellement de femmes. C'est quoi le phénomène de cette hypothyroïdie? Alors, il peut y avoir deux choses. Dans l'hypothyroïdie, je dirais simple, il y a des symptômes qui ressemblent à la dépression, notamment la fatigue. La fatigue peut s'expliquer aussi bien par l'hypothyroïdie que par une dépression, entre autres. Il y a aussi des réactions physiques qui peuvent se ressembler. Mais il peut y avoir en plus, en effet, une dépression induite par l'hypothyroïdie, pour des raisons hormonales complexes. C'est les hormones thyroïdiennes probablement qui provoquent ça, enfin le manque d'hormones thyroïdiennes. Et donc, dans ce cas-là, il y a une dépression en plus de l'hypothyroïdie qu'il faut dépister et soigner. Et ça se soigne plutôt bien quand on rétablit d'une part le bilan thyroïdien et puis parfois avec des antidépresseurs. Et alors, guérit-on de la dépression? Quel est le pourcentage de gens qui guérissent par rapport à ceux qui finalement traînent ça toute leur vie? Alors il y a deux choses, il y a une dépression, un épisode on dit. Alors un épisode normalement c'est un début, une fin. Si on ne fait rien, il y a quand même une fin en général, alors qui peut durer parfois des mois, voire des années, donc il faut faire quelque chose. Et avec le premier traitement par exemple, celui qu'on va prescrire en premier, alors je parle des médicaments mais ça peut être aussi des psychothérapies, on arrive à peu près rétablir la moitié, par exemple, des personnes. Celles qui ne sont pas rétablies avec le premier traitement, on va en essayer un deuxième. Parfois, il faut tâtonner un peu. On va rétablir, par exemple, jusqu'à 75%. Donc, on obtient quand même des bons résultats. C'est une affection qui se soigne. C'est pour ça que c'est important de bien en parler et de le dépister. Alors, il y aura toujours une frange qui sera plus difficile à aider. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'il faut continuer à chercher des solutions. À peu près un tiers, pour qui ça va être soit une amélioration, mais juste transitoire avec des rechutes, soit vraiment des syndromes dépressifs qui vont durer longtemps. Le problème, c'est que la dépression, c'est pas juste un épisode, il peut y avoir des rechutes. Et la plupart du temps, plus de la moitié des gens font au moins 2 dépressions dans leur vie, parfois beaucoup plus. Et c'est contre ça aussi qu'il faut lutter, donc avec d'autres moyens qui sont d'autres formes de psychothérapie et d'autres médicaments. Et sur le plan médicamenteux, il y a pas mal de recherches, notamment qui s'intéressent au microbiote. Et quelles sont les voies que vous espérez être lancées sur le marché dans les années à venir et qui pourraient guérir justement... Est-ce qu'il y a de nouveaux médicaments dans les tuyaux ? Alors je dirais que malheureusement, il n'y en a pas énormément en ce moment. Il y a eu en gros une révolution, c'est vrai pour tous les psychotropes dans les années 60, où on a eu des nouveaux, des vrais antidépresseurs, dont certains sont encore aujourd'hui utilisés. Et puis la deuxième vague, ça a été dans les années 80-90, où on a des antidépresseurs de deuxième génération, on peut dire, qui sont vraiment aujourd'hui largement utilisés et qui sont les plus intéressants. On a assez peu de nouveautés depuis, je dirais, 15-20 ans. Il y a eu quelques molécules nouvelles, mais sans révolution majeure. Il y a probablement 2 voies qui sont actuellement explorées. C'est effectivement d'autres types de médicaments. Alors le microbiote, c'est une voie de recherche assez fondamentale, mais pour lesquelles on est encore un petit peu loin. Il y a des recherches sur les antibiotiques, par exemple, qui pourraient être intéressants, ou d'autres substances qui agissent sur le microbiote. On n'a pas de réponse à court terme. Je pense que ça ne peut pas être ça en dehors de s'intéresser à l'alimentation, qui est quelque chose d'important.
Bon, mais ça sera des pistes. On trouve parfois par hasard, hein, malheureusement, donc on ne peut pas le prévoir, des médicaments. Il y a aussi maintenant tout un autre domaine qui est d'agir directement sur le cerveau, puisqu'on sait qu'il y a des régions du cerveau, je vous disais, qui étaient plutôt ralenties quand on est déprimé. On essaye de les stimuler. Et on a des méthodes de stimulation cérébrale physique, où en fait ça passe par des champs magnétiques. Là aujourd'hui, c'est ça qu'on fait le plus couramment. Avant, on fait toujours des électrochocs dans certains cas, mais c'est vraiment des cas extrêmes. Ça sera un nombre limité. Mais on essaie d'agir autrement, de manière moins invasive et et en général sans aucun effet secondaire, avec des champs magnétiques. C'est ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, qui reste encore pour l'instant un peu cantonnée, mais qui, on espère, peut apporter quelque chose. Donc c'est vraiment par la combinaison de ces différentes méthodes qu'on peut espérer faire mieux, avec surtout, sans oublier vraiment la psychothérapie, qui reste quand même un axe fondamental, parce que l'avantage d'une thérapie, quand on la maîtrise bien, c'est qu'à la fois on peut sortir de la dépression, et puis ensuite utiliser les méthodes qu'on a utilisées pour les dépressions à venir, pour faire de la prévention. Donc c'est vraiment un acquis qui peut être durable. Merci beaucoup, professeur Pellissolo, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Les émotions du dérèglement climatique. Une dernière petite question minuscule? Oui, je voulais juste dire celui d'Emmanuel Mercier aussi, avec des mots, notre infirmière. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.